Bonjour à tous, bienvenue dans 1000 pays pour demain, bienvenue en Normandie. Nous sommes aujourd'hui à Caen, dans le Calvados. Tellement de choses à vous dire sur ce département. Peut-être d'abord qu'ici, on trouve de très beaux lieux de mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les morts de la Deuxième Guerre mondiale et du débarquement. Musées, monuments, sites historiques, c'est tout cela, le Calvados. Si on va dans un registre un peu plus léger, c'est aussi ce département qui abrite des villes comme Deauville et Cabourg, avec leurs festivals internationaux de cinéma et leur défilé de stars. Le Calvados, c'est aussi une porte d'entrée vers la Manche, l'une des mers les plus fréquentées du globe, près de 20% du trafic mondial. Et je pourrais enfin vous parler du secteur automobile, pilier de l'activité industrielle normande avec Renault, Stellantis, Volvo. Mais je vais laisser la parole à une élue qui saura bien mieux que moi vous présenter son département. Une sénatrice avec laquelle on va aussi découvrir des artisans pleins de talent. 1000 pays pour demain dans le Calvados, c'est parti. Sonia de la Provoté, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir sur votre territoire. Vous êtes sénatrice centriste du Calvados, secrétaire du Sénat. Vous êtes née à Caen, vous avez fait toute votre scolarité à Caen, vous avez fait vos études ici, vous avez même travaillé au CHU de la ville parce que vous êtes médecin de formation. Bref, Caen est votre ville et c'est ici que vous avez souhaité nous accueillir. Nous sommes au Dôme de Caen. Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Il représente plusieurs choses. D'abord, il est inscrit dans les premiers programmes de la presqu'île, qui sont le camp de notre siècle, le camp de l'avenir. Et puis, c'est un lieu de culture scientifique, à la fois de formation, d'acculturation, d'accompagnement des entreprises innovantes, de détection de talents, et un lieu où on parle économie, mais au travers de la dimension véritablement culture de la science. C'est un endroit un peu d'effervescence, de créativité, et qui me tient particulièrement à cœur. Le message est clair. Avant d'aller découvrir nos chers artisans, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de l'économie locale du Calvados et de ses piliers. J'ai d'abord pensé au tourisme. Je me suis dit que vous aviez effectivement un double tourisme, un tourisme historique lié aux plages du débarquement, par exemple, et puis un tourisme lié à toutes ces belles villes qu'on connaît, Honfleur, Deauville, Cabourg. J'imagine que tout ça, c'est un énorme pilier pour l'économie locale. Notre département est un département touristique, mais pas que par le tourisme de mémoire, qui le fait évidemment singulièrement connaître, mais c'est le deuxième département en matière de patrimoine. On a toutes nos communes, on regorge de trésors patrimoniaux, qu'ils soient petits ou grands, petits au sens lavoir, comme grands, comme des châteaux. Et puis c'est aussi un département qu'on dit bleu, blanc, vert, blanc par la pierre de Caen, bleu par la mer et par les fleuves et par les nombreuses rivières qui l'habitent, qui font d'ailleurs le vert derrière, c'est-à-dire ces paysages extraordinaires. Un mot peut-être de la filière automobile. J'ai cru comprendre qu'elle était aussi importante ici, dans le Calvados et dans toute la Normandie. C'est aussi un pilier ? C'est aussi un pilier. Alors, on a plusieurs piliers, parce qu'en fait, la particularité du Calvados, c'est qu'il y a à peu près plus d'une dizaine de filières différentes identifiées. Nous ne sommes pas mono-industrie ou mono-activité économique. Donc, les difficultés dans la filière économique, par exemple, finalement, vous n'en pâtissez pas tant que cela parce que vous avez varié les secteurs. En tout cas, on crée de l'emploi dans notre département, et donc ça, c'est une caractéristique qui est plutôt une valeur ajoutée, bien évidemment, mais parce que cette diversité économique fait qu'on peut accueillir des diversités de talents, de compétences, et tout n'est pas concentré sur la ville de Caen, qui est la grande ville, mais qui est un peu la locomotive qui entraîne des wagons qui sont extrêmement riches et sans lesquels elle n'existerait pas et elle n'aurait pas sa force. Sonia de la Provoté, vous savez que dans cette émission, on part à la recherche de pépites, d'entrepreneurs méconnus, d'artisans locaux, innovants. Je vais peut-être vous fâcher un peu en commençant par un fabricant de parapluies, parce que, disons-le, il pleut de temps en temps dans le Calvados. Modérément, et il fait beau plusieurs fois par jour. On est en gros à une moyenne de 150-170 jours de pluie par an. Et c'est peut-être ce qui a inspiré l'entreprise H2O Parapluie, qui se trouve dans le petit village de Crépon, à 5 minutes de la mer. Tout y est fabriqué à la main, 100% made in France, 100% local, et ça alors que le marché est inondé de produits venant de Chine. Yves-Charles Boccassini, c'est son nom, il est le maître des lieux. Il va nous présenter ses équipes, son atelier, leur savoir-faire, très rare, juste après un petit détour par le mémorial britannique de Vaires-sur-Mer. Incontournable, on y va. C'est impressionnant. Nous sommes au mémorial de Vaires-sur-Mer. Là, vous avez la collection des géants qui matérialise le nombre de morts anglais qu'il y a eu le premier jour du débarquement.
Lui, en fait, il a perdu la vie à l'âge de 19 ans, le 6 juin 44. C'est touchant quand même. Ça fait 30 ans que je suis entrepreneur. J'ai toujours voulu privilégier la fabrication française et puis surtout préserver ce savoir-faire des parapluies. C'est un parapluie qui ne se retourne pas et qui est vraiment costaud. Et en fait, vous avez du tulle dans le fond et qui permet de laisser passer l'air. Et donc, c'est un parapluie qui protège parfaitement. En bord de mer, il y a toujours de l'air. Donc, un parapluie comme ça, c'est indispensable. Et Made in Normandie. Bonjour madame, bonjour monsieur. Et avec le haut de ma main, je vais venir tourner autour du parapluie. Oui, ça. Pour bien l'enrouler en fait, pour qu'il garde bien sa forme. Vous arrivez à en faire combien par jour? Par jour, je peux pas vraiment, pas vraiment dire, parce qu'en fait, ça dépend le modèle que je fais. Ah oui. Mais un tout simple comme ça, je peux en faire une bonne quinzaine par jour. C'est important aussi de vraiment être honnête sur la manière dont on travaille. Donc, c'est pour ça que l'atelier est juste devant eux. Ils viennent me poser des questions s'ils ont besoin. Alors, il faut minimum que j'ai 8 pièces de tissu pour fabriquer un parapluie, puisque je travaille essentiellement le parapluie à 8 baleines. Et donc, nous allons repartir. Nous allons maintenant assembler la toile. Tenez, Leïla, du coup, les pointes de médium pour les faire en gancé bleu, blanc, rouge, s'il vous plaît. En fait, c'est le biais qui va venir imperméabiliser la couture. Donc, pour la prochaine étape, je vais venir finir en fait, le bas du parapluie. Ça va permettre de le renforcer et de faire une jolie finition. Toutes mes coutures en bas sont bloquées et j'ai une jolie finition sur tout le bas de mon parapluie. Merci, Leïla. Hop, alors, pose des aiguillettes. Donc, on voit, il y a un trou juste là qui va servir à passer l'aiguille et le trou au bout qui va venir accueillir la baleine. On est vraiment dans un objet durable et réparable. Il y a 15 millions de parapluies qui sont détruits chaque année en France. Nous luttons contre ça. Les aiguillettes cousues, je vais venir mettre la toile sur le mécanisme. Là, on est sur un médium. Nos machines, c'est des vieilles dames, hein. Elles ont 70 ans. Donc, on les bichonne. Et là, le parapluie va prendre forme. Bonjour, monsieur. Alors là, le repassage, c'est la dernière étape de fabrication. C'est ce qui va me permettre de vérifier mon parapluie. Et ça permet également d'éliminer tous les petits plis. Et voilà, le parapluie est terminé. Vous avez un parapluie donc, qui est fait en France, qui a été créé par l'entreprise. Depuis les années 90, il y a eu une hémorragie, un suicide industriel français. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il faut être fier de nos valeurs. Il faut se battre pour ça. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, on pourra donner déjà l'envie à des entrepreneurs de reprendre des entreprises françaises. Et puis à nos politiques de se dire, bah, écoutez, on a un beau tissu local, préservons-le, battons-nous pour lui.
Et c'est depuis le Dôme de Caen que nous allons revenir sur les propos de cet entrepreneur qui se bat pour le Made in France et qui porte un discours très fort, adressé aux responsables politiques d'ailleurs. Yves-Charles Boccassini nous parle d'hémorragie, de suicide industriel français dans les années 90. Il demande au monde politique de préserver ce Made in France. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? On peut lui répondre tout simplement qu'en tout cas, il peut avoir l'assurance que nous sommes un certain nombre à particulièrement avoir conscience de l'importance de la préservation du Made in France, que la situation actuelle nous alerte encore plus en matière de souveraineté et que cette question est particulièrement prégnante pour nous permettre à nous de garder à la fois des savoir-faire, et les savoir-faire, même artisanaux, ont des déclinaisons dans le domaine économique et industriel, pour aussi relancer la formation dans tous les domaines. Et on fabrique des produits qui sont durables, qui sont recyclables. Et quand on parle des parapluies, les 15 millions... Oui, 15 millions de parapluies détruits chaque année. Qui sont détruits du jetable. Exactement, qui sont détruits chaque année. Eh bien, on voit que dans le Made in France, il y a une ressource plus moderne, plus durable et plus adaptée. Moi, comme vous, j'avais noté ce chiffre, 15 millions de parapluies détruits chaque année. On est quand même sur des parapluies haut de gamme qui coûtent entre 160 et 400 €. C'est quand même pas à la portée de tout le monde, loin de là. Mais le luxe à la française, ça se protège aussi? Ça se préserve? Oui, ça se préserve. Alors le luxe, il y a des marges de manœuvre dans le luxe. Il y a l'hyperluxe. Et puis le luxe, ça peut être simplement, effectivement, payer plus cher un produit, mais qu'on gardera plus longtemps. Ça, c'est un message à envoyer aux consommateurs. Exactement. Et les consommateurs considèrent que c'est un geste citoyen d'acheter du Made in France. Et il y a au moins une garantie derrière ce Made in France que les emplois sont des emplois durables ou recréés dans notre pays. Et ce sont aussi des compétences derrière qui vont être le terreau d'une nouvelle industrie, puisqu'il est nécessaire de réindustrialiser notre pays. Alors, vous allez croire que je le fais exprès, mais je vais maintenant vous parler d'une entreprise qui s'appelle, tenez-vous bien, Après la pluie. Ce n'est pas une blague. Alors, pourtant, on ne parle pas du tout de pluie, de parapluie. On parle cette fois de kaléidoscope. Fabrication artisanale de kaléidoscopes et de jeux optiques. Chaque pièce est entièrement réalisée à la main. Et là aussi, c'est un savoir-faire très rare en Europe même, à tel point que son fondateur, Dominique Stora, exporte beaucoup. C'est une de ses forces. On va le rejoindre. Il est à Beaumont, en Auge. Il nous situe et il nous présente son village. On y va. La vue, c'est ce qui m'a décidé à m'installer ici. Le charme du kaléidoscope, c'est que c'est un objet modeste. C'est un objet artisanal, en fait. Il n'y a pas de prétention à faire ça, ce qui me plaît déjà. Ensuite, malgré la modestie du procédé, il y a une richesse de résultats qui est confondante. Beaumont-en-Auge, c'est un très ancien et très joli village qui est entre Pont-l'Évêque et Deauville, donc en plein pays d'Auge. Ça fait bientôt 50 ans que je suis ici. J'ai jamais regretté d'être venu m'installer ici. On se dirige vers l'atelier, là. Vous allez me voir fabriquer un kaléidoscope. Voilà, alors maintenant, l'idée, c'est de fabriquer un kaléidoscope comme on les faisait au 19e siècle, c'est-à-dire en utilisant exclusivement du verre de vitrail coloré dans la masse, qui fait que la brillance et la couleur est superbe. Là, c'est un rouge profond, donc le rouge profond, je vais faire plutôt un petit morceau. Ce sont deux types de verres différents. Il y a un verre qui, lui, est bullé et du rouge qui, lui, est lisse. Ça va ajouter à la qualité d'image dans le kaléidoscope, le fait que les structures du verre soient différentes. Bon, alors là, il y a un peu trop de bleu. Ce sont deux bleus différents. Je vais peut-être laisser le plus clair. La base du kaléidoscope, c'est une réflexion qui est faite par des miroirs. Donc c'est important qu'ils soient de bonne qualité. Je fais se chevaucher les miroirs en triangle. Alors maintenant, le matériau de calage, voilà, pour que si le kaléidoscope tombe, il y ait moins de risque que ça casse.
L'autre pièce maîtresse étant la petite cage en verre dans laquelle il y a ces éléments colorés qui, eux, vont déterminer le dessin. Maintenant, je mets une lentille oculaire. Donc voilà, je vérifie bien que c'est bien, à la fois bien coloré, bien lumineux et que les éléments à l'intérieur bougent bien. C'est un peu le même genre d'image qu'ont vu les premiers spectateurs au XIXe siècle. Voilà, ça c'est la boutique. Ici, je vends des objets de curiosité, donc des objets scientifiques anciens, quelques jouets anciens, des livres, et surtout mes kaléidoscopes que je fabrique. Voilà. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai un éventail de clients extrêmement large. Ça va de la boutique de jouets à la librairie, la galerie, la boutique de musée, les événements, les grandes maisons du luxe. Ça m'a amené à aller au Japon 4 fois, aller aux États-Unis un bon nombre de fois, et de faire beaucoup de salons, et en France et en Europe. Quand j'ai commencé mon activité, j'ai eu la chance que dans le 19e et le 20e arrondissement à Paris, il y a eu tout un tissu d'artisans. Le côté artisanal de leur fabrication leur permettait d'accepter de ma part des commandes modestes sans que manifestement ça leur pose de problème. Beaucoup de ces artisans ont disparu et ceux qui ont résisté, qui ont réussi à subsister, sont devenus des petits industriels. Ce qui a eu pour moi des inconvénients qui demeurent, c'est-à-dire que ces industriels m'imposent maintenant des quantités sensiblement plus importantes, ce qui est un problème. 1000 pays pour demain continue dans le Calvados. Nous sommes toujours dans ce magnifique lieu qu'est le Dôme de Caen avec la sénatrice Sonia de la Provôté. On sent qu'il est un peu nostalgique, Dominique Storin. Nostalgique d'un temps où il avait plein de copains artisans, tous entrés dans l'industrie depuis. Vous la comprenez, cette nostalgie? Oui, bien sûr, on peut comprendre la nostalgie et en même temps, et ces kaléidoscopes, eh bien, c'est notre enfance, c'est peut-être pas tout à fait l'enfance des jeunes de maintenant et il y a quand même un marché. Il y a un savoir-faire, il y a une technique incroyable. Et il fait rayonner la France, hein, mine de rien. Et 70% de sa production est vendue à l'étranger. C'est pas rien pour le pays, c'est pas rien pour le Calvados. Bien sûr que non, c'est pas rien pour le Calvados. C'est bien aussi de pouvoir avoir cette façon de parler de notre département au travers de ce type d'objet. Et le kaléidoscope, c'est à la fois la culture et à la fois l'essentiel. Je lisais en préparant cette émission que la Normandie était une vraie terre d'artisans. Hein. L'artisanat normand, c'est plus de 100 000 salariés, 80 000 entreprises. C'est à peu près ça, les chiffres? En fait, nous sommes une terre d'artisans parce que nous avons gardé ce maillage territorial de villes actives, de villes moyennes actives, de petites villes actives partout dans le territoire. Ça a été entretenu par des politiques publiques. Et ça a été entretenu par des politiques publiques et d'avoir une stratégie de considérer que quelle que soit la taille de l'entreprise, ce qui compte, c'est ce qu'elle propose. C'est le fait qu'elle soit présente et puis qu'elle soit répartie dans tout le territoire. Et vous avez des grands rendez-vous en Normandie, les Journées européennes des métiers d'art en Normandie, le Festival de l'excellence normande, et puis il y a le Salon du Made in France. Tout cela permet aussi de rendre visible le travail de toutes ces personnes qu'on découvre dans l'émission et qui sont aussi sur le territoire normand. Alors, à la fois, on rend visible, mais aussi on permet la rencontre. Parce que la rencontre entre ces différents savoir-faire, entre ces différentes entreprises, entre ces différents artisans, crée un collectif de personnalités. Et ce collectif-là donne une image de tous les possibles, en fait, de tout ce qu'on peut proposer dans notre de cohésion et d'harmonie aussi. Exactement. Sonia de la Provôté, c'est un petit rituel dans cette émission, l'entreprise coup de cœur. C'est un rituel qu'on aime bien. Vous avez choisi Filt. C'est une manufacture qui a une riche histoire, je crois. Oui, c'est une manufacture qui a une riche histoire. Ils fabriquent des filets, ils fabriquent des mèches. Vous avez apporté quelque chose d'ailleurs, je crois. Vous pouvez nous le montrer. Voilà, exactement. Ils fabriquent ces fameux filets. Qui ne connaît pas les filets Filt? D'accord. Puisqu'on les voit sur tous les salons. Ils ont vraiment une publicité importante autour de leur fabrication. Et c'est mon entreprise coup de cœur qui porte toutes les valeurs de ce qu'on souhaite. Mais je vous l'offre. Oh, mais c'est gentil, merci. Alors là, avec joie. Merci, je
le garde. On va reparler artisanat, mais cette fois avec Valentin Debreuil. Lui, il est ébéniste designer. Il fabrique des meubles en bois massif entièrement réalisés ici, dans le Calvados. Et il y ajoute sa patte d'artiste, parce qu'il a étudié dans la prestigieuse école Boulle. Ce savoir-faire de départ, il le tient de son père et même de son grand-père. C'est une très jolie histoire de transmission qu'il va nous raconter. On le retrouve, il est à Landelles et Coupigny. C'est au sud-ouest de Caen, je crois. On y va. On arrive chez grand-père, qui est la personne qui m'a un peu aussi appris les bases du métier avec mon papa. Donc forcément, ils sont très importants. C'est eux qui m'ont initié au travail du bois. Ça va? Ça va? La forme? Ça se maintient. Ça se maintient. Non, monsieur. Typiquement, c'est ce que mon grand-père faisait, des tables de ferme en fait. Lui, il y a de fissures dans le bois, plus t'es content que maintenant. Typiquement, mon grand-père, il faisait pas mal de petites tables comme ça, plutôt bois massif, à contrario avec les petites tables légères et modulables en kit qu'on fait à l'atelier aujourd'hui. Eh oui. Donc ici, on arrive à l'atelier de mon père. C'est là où j'ai appris et maintenant, je fais de l'ébénisterie, de la création de mobilier ici. En fin de compte, on aurait dû les faire plus longues pour que ça porte. Cette table-là, en fait, je l'ai imaginée quand je vivais en petit appartement à Paris, avec des matériaux nobles, pour vraiment montrer que c'est un travail aussi artisanal. Donc là, on a la table debout, version bureau pour le coup. Donc là, on est sur du noyer, cuir, ocre, acier, laqué noir. Si on la repasse en table basse, tout simplement, on replie les pieds et on passe en table basse. Du coup, on redémonte et on colle. Donc là, on est sur 2 meubles hauts de salle de bain. Donc nous, aujourd'hui, on réalise aussi le miroir, qui est un miroir en palissandre massif, qui est assez précieux, qui a un veinage très particulier, très marqué. Donc là, je reponce mes assemblages avant de pouvoir sculpter pour partir sur une base propre. Donc c'est un miroir qui fait presque 2,20 m par 1,40 m de haut. Donc intéressant à travailler, à sculpter. Et là, on va utiliser l'outil mécanique pour le coup, pour retranscrire un peu l'effet gougé qu'on pouvait avoir à la main. Mais l'avantage de le faire mécaniquement, c'est déjà on va pouvoir aller plus vite sur toute la surface et faire quelque chose d'un peu plus régulier. J'aimais fabriquer des meubles, j'avais conscience de ce qu'était le bois massif. Puis j'ai découvert aussi le dessin d'art, l'ébénisterie, le design, grâce aux études que j'ai faites. À l'école Boulle, j'ai proposé un meuble pliant comme chef-d'œuvre en fait. Cette pièce de diplôme m'a valu la place de major de promotion à la sortie de l'école, et ce qui m'a permis de trouver tout de suite un travail là, sur Paris. Après, comme c'est assez fin, on peut toujours revenir le reponcer si vraiment il est trop saillant en dessous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 apprentis qui peut-être ne seraient pas là avec moi si on n'avait pas été aidés justement pour recevoir des apprentis, parce que ça prend du temps aussi de les former. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on veut réduire les aides pour prendre des apprentis. Donc si demain, on ne peut pas commencer par l'apprentissage pour faire développer notre entreprise, si on a tout de suite ce frein de devoir payer un apprenti qui ne sera pas forcément ou même pas du tout compétent au départ, ça sera forcément compliqué. Plein
plein de choses à retenir de ce reportage. On y revient avec vous, Sonia de la Provôté. Vous avez donc choisi le Dôme de Caen pour nous accueillir dans cette émission. D'abord, cette possible baisse des aides pour recruter des apprentis dont nous parle Valentin Debreuil. Il a raison de s'en inquiéter. Il ne faut surtout pas baisser ces aides. Alors, il ne faut surtout pas les baisser. Je pense que l'apprentissage, c'est vraiment la force vive de demain. Et puis, l'apprentissage, c'est la survie de toutes ces entreprises artisanales, parce que ces entreprises, par définition, elles demandent des compétences, de l'expertise, des savoir-faire. Et ça s'apprend sur le terrain par des gens passionnés, des patrons, des maîtres de stage passionnés qui transmettent ce qu'ils ont appris pendant de nombreuses et longues années. Et c'est l'avenir de tous ces savoir-faire et de toutes ces entreprises. Valentin Debreuil aimerait aussi qu'on relocalise la création et les métiers de création dans les territoires ruraux. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'effectivement ça peut animer, revivifier les villages et les territoires un peu isolés? En même temps, il ne faut pas transmettre le message non plus que l'activité économique dans les territoires ruraux, ça n'est que de l'artisanat, puisque nous avons quand même des exemples d'entreprises très modernes et très puissantes dans leur niche économique, qui ne sont pas tout à fait des entreprises artisanales et qui sont aussi installées dans les territoires ruraux. On doit pouvoir proposer de tout, mais il est clair en tout cas qu'il faut absolument favoriser l'installation de l'artisanat, le maintien de l'artisanat, quoi qu'il arrive, et le plus réparti possible, parce que c'est à la fois de la vie, mais c'est aussi une histoire, et puis c'est une façon, comme on en témoignait chez les entreprises, de s'enraciner là où on a vécu, parfois là où on est né, ou là où on a de nouvelles attaches. Un dernier petit rituel avant de se quitter, Sonia de la Provôté. Si vous deviez nous donner 3 bonnes raisons de venir nous installer ici dans le Calvados ou de venir installer notre entreprise, quelles seraient-elles? 3 bonnes raisons, c'est compliqué, 3, parce que moi j'en ai des milliers de raisons de venir s'installer dans le Calvados. Mais d'abord, ici, nous sommes accueillants. On accueille toutes les possibles, toutes les bonnes initiatives. Vous le dites même avec un peu d'émotion, hein, on sent que vous y êtes attaché à votre territoire. Oui, je suis extrêmement attachée. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes un département en plein développement économique. Nous créons de l'emploi dans notre département. Et la troisième raison, c'est que nous sommes près de la mer, près de Paris. Nous sommes un peu un lieu où le monde peut se retrouver. Beaucoup de touristes étrangers y viennent. Et pour ceux qui ont envie de s'installer ici, on peut leur assurer qu'ils auront toujours les portes ouvertes vers le reste du monde. Alors venez tous à Caen, venez tous dans le Calvados. Merci Sonia de la Provôté d'avoir été avec nous dans cette belle émission. Merci aux équipes du Dôme de Caen de nous avoir accueillis pour ce tournage et merci à vous de nous avoir suivis. Émission à retrouver en replay sur notre plateforme publicsena.fr. À très vite.